Watokofo Tsemoezini, bonsoir à tous et merci d'avoir fait le choix de choisir KTV et Kwezi FM pour vous tenir informés tous les soirs. Nous sommes en direct depuis la régie. Hier, nous vous annoncions la colère de ces commerçants du marché de Mamoudzou concernant cette nouvelle réglementation douanière. Ce soir, la rédaction accueille Denis Gilini, directeur régional des douanes à Mayotte, et nous parlerons également de l'intercommunalité avec Pierre Bellucci au cours de ce journal. Et le temps de rejoindre le plateau, je vous propose de regarder les titres de ce vendredi 22 janvier. La violence a encore frappé le département hier. À Tsunzu et Passamenti, les forces de l'ordre ont dû être déployées pour maîtriser ce qui s'est apparenté à de véritables scènes de guérilla urbaine. De quoi effrayer une population soumise régulièrement à ce genre d'affrontement. Reportage. Depuis le 1er janvier 2016, les communautés de communes sont nées à Mayotte. Mais quelles vont être leurs compétences et qu'est-ce que cela implique pour les ménages ? Élément de réponse au cours de ce journal. L'engorgement quotidien du chef-lieu est devenu routinier pour les usagers de la route. La concentration des activités à Mamoudzou et une voirie non adaptée à certains véhicules en sont des causes évidentes. Quid du réseau routier à Mayotte ? Le point à la fin de cette édition. Et on vous l'annonçait hier soir en direct sur ce plateau. Hier en fin d'après-midi à Tsunzu 2, un jeune de Tama est rentré dans un doucabé pour y voler une bouteille d'alcool. Un groupe de jeunes de Tsunzu 2 présents sur place est intervenu pour qu'il restitue la bouteille aux commerçants. S'en est suivi une vague de violence où 4 jeunes ont été blessés, dont un gravement à l'abdomen. Si plusieurs arrestations ont eu lieu, il n'en reste pas moins que la population mahoraise ne cesse d'être confrontée à la violence. Un reportage signé Shakila Youssouf et Leslie Vimonet. Ce matin, un sentiment de peur règne dans le quartier de Tsunzu 2. Au lendemain des faits de violence qui se sont déroulés hier vers 17h, les habitants excédés nous racontent leur quotidien. Quand on se rappelle ce qui se passe, maintenant qu'ils arrivent à tuer, c'est alarmant. Si aujourd'hui ils ont tué mon enfant, demain ça sera moi. Alors tout ça c'est choquant à nous qui voyons tous les jours ce qui se passe devant nous, à côté de nous. Tous les voisins ici à côté de cette association de Tama, ils demandent est-ce que pour vous, vous avez un problème avec ces enfants? Et tu trouves disant, nous, ils sont venus, ils ont tout pris chez moi, ils ont cassé le portail. Et tu entends le gardien à côté aussi te dire, ils sont venus la nuit, heureusement que j'étais vigilant, sinon... Alors, c'est inquiétant au village. Dans cette zone, l'ensemble des résidents ont tous été cambriolés au moins une fois. Plusieurs jeunes présents au moment de la rixe nous racontent leur version des faits et expliquent être intervenus pour ne pas être une nouvelle fois accusés de vol. Après on a tatama waviru wangia dukanhule waingia dukanhule ndai bibutei wo wana be butei kise akavalo moja tu abo alamwenze vale vaona makasina shwa mono vale arambe momtsela bibutei wabo lawa narumratra po momtselo mrenge butei rumrenge ayo atramrenge vale ulasha rumbe butei katrambe butei momtsela to sembia water sembia vusia lo babo malgré que sembia kalar para uns pia barkozo pia grave halo be moja dalo grave morwa mikamwe wamtikodzo so mana ngono wangu dwakodza karista wasi Tsunzu rarungulana mbadu wasi waidiribo dukabe mana kila nongo hijiro dukabe balo nongo mbadu wana Tsunzu uspana mwamtsala mbali ho ala Tsunzu ala pasment ala msapere ala dujani ala avo ala sarrano ala dembeni ajabani asujorongamba ajohiba andedzai ma secrétaire jorongamba mwamtsa Tsunzu voilà. Ce jeune qui témoigne a été blessé lors de l'altercation. Le jeune qui a porté le coup de couteau a été poursuivi dans les hauteurs de Tsunzu 2 et roué de coups. Un médecin qui habite dans le secteur lui a porté secours. Après avoir été soigné à l'hôpital, il a été déféré à la maison d'arrêt de Majikavo. Ce résident présent sur les lieux a assisté à la scène et comme toutes les autres personnes qui témoignent dans ce reportage, c'est anonymement qu'il s'exprime de peur des représailles. Il vient trop de venir, je trouve tous les flics là, avec tout ici, les flics. Je trouve un mec qui était là avec mon voisin, mon docteur qui était là. Ouais, il m'a demandé des pétadines, je entre chez moi, je prends une pétadine avec un compresse avec
de bouteilles d'eau. Les jeunes de Tsunzu attendent des nouvelles de leurs camarades blessés à l'abdomen. Mayotte plonge dans une spirale de violence. L'association Tama lutte quotidiennement pour sortir les jeunes de la rue et est pointée du doigt alors qu'elle est bien seule à aider une jeunesse désœuvrée. Et ce matin, nous recevions dans la matinale de Kwesi Nathalie Costantini, vice-rectrice de Mayotte. Cette dernière est revenue sur cette violence incessante qui frappe le département et notamment les écoles. Souvenez-vous, avant-hier, un enseignant se faisait agresser au couteau à l'école élémentaire de la Briqueterie, tandis qu'hier après-midi, de violentes bagarres ont éclaté au collège de Passamenti. Pour la première fois, la vice-rectrice a admis que la situation est devenue très inquiétante. On l'écoute ce matin au micro de Patrick Milan. Forcément, la qualité des enseignements est réduite. Elle est réduite parce que les enfants ne sont pas attentifs, parce qu'ils ont peur et qu'ils s'attendent à se faire agresser à l'extérieur. Les enseignants ne sont pas en sécurité et disponibles, complètement disponibles pour prendre en charge leurs élèves, même si ils sont là. Ils sont là. Et donc, voilà, c'est un phénomène de société. Moi, Mayotte me fait peur, pas pour moi, même si je crains comme les autres, mais je suis triste de ce qui se passe à Mayotte parce que ces enfants-là ont vraiment envie de faire quelque chose. Ils ont vraiment envie de pouvoir avoir un avenir. À noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Et la série des vœux continue. Ce matin avaient eu lieu les vœux de la Chambre des métiers et de l'artisanat au sein de l'hôtel consulaire, la CCI. L'occasion de faire le bilan de l'année 2015 et d'envisager les perspectives économiques pour l'année à venir. Car si des données encourageantes sont à noter, le développement économique n'est pas à la hauteur des attentes. Toutes les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Les traditionnels vœux de la Chambre des métiers et de l'artisanat ont été prononcés ce matin à l'hôtel consulaire. L'occasion de revenir sur le bilan plutôt positif de l'année passée. En effet, le territoire a connu la plus forte progression du nombre d'artisans des 5 dernières années, avec la création nette de 126 entreprises artisanales. Dans le même temps, le nombre de radiations, qui s'établit à 114 en fin d'année, a lui baissé. Une bonne base de travail pour l'année à venir, comme l'explique le secrétaire général de la CMA. Pour l'année future, on va consolider tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, en particulier dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'accompagnement des jeunes entreprises avec une pépinière entreprise si c'est possible. Et pour une seule raison, c'est qu'on a lancé beaucoup d'actions, elles ne sont pas toutes achevées. Et puis nous sommes dans une année électorale où nous ne pouvons pas nous permettre de lancer des nouvelles actions pour qu'on nous reproche à terme d'avoir utilisé cette année à des fins électorales. Voilà. Avec 2976 artisans inscrits au 31 décembre 2015, le département reste néanmoins en queue de peloton au niveau national et notamment par rapport à La Réunion où près de 16 000 artisans sont recensés. Preuve que le travail à fournir est encore considérable, notamment en ce qui concerne la formation, même si plusieurs projets sont sur les rails pour faire avancer les choses. Les AGE de 2016, on a déposé plusieurs dossiers à la préfecture et au conseil départemental et que nos projets d'aujourd'hui, c'est de créer des centres de formation en secteur poissonnerie, boucherie, pâtisserie et la couture. Ça, je rêve là-dessus. Il y a de la formation continue qui est prévue, l'ouverture, on espère, de la formation de la pépinière d'entreprise et puis le développement d'actions dans le cadre de la coopération régionale au service de tous les artisans. Cette cérémonie des vœux a également permis de récompenser les artisans qui se vouent corps et âme à leur métier, comme le photographe Bruno de Villeneuve qui a reçu le titre d'artisan d'art. Je suis très satisfait parce que c'est une reconnaissance qui a plusieurs années. J'ai commencé en 2002 à Mayotte à valoriser un petit peu Mayotte et montrer Mayotte par les images, par la photographie. Et là, du coup, je viens d'avoir le titre d'artisan d'art qui est un titre reconnu au niveau national pour valoriser à travers la photographie et l'art graphique. Après la crise de 2011, le département semble se redresser tant bien que mal. Des lueurs d'espoir sont donc bien présentes, même si l'application progressive du droit commun et de certaines taxes font craindre le pire aux petits artisans.
De retour sur le plateau du JTM, Denis Gilini, directeur régional des douanes, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors hier, nous sommes allés à la rencontre de ces commerçants au marché de Mamoudzou qui étaient très en colère concernant cette nouvelle réglementation douanière. Je pense qu'ils attendent des réponses déjà. Qu'est-ce que cette réglementation douanière ? Alors, d'une part, ce n'est pas une nouvelle réglementation douanière. Elle est appliquée depuis... Elle est appliquée depuis le 1er janvier 2014, mais en fait, son historique est beaucoup plus ancien. Il remonte aux attentats de New York en 2001. Et à cette époque, la communauté internationale a souhaité effectivement renforcer le contrôle des marchandises qui circulent dans le monde. L'Union européenne applique cette réglementation depuis 2005 et bien évidemment Mayotte étant maintenant partie prenante du territoire douanier de la communauté, au 1er janvier 2014, les compagnies maritimes comme aériennes, respectent cette réglementation qui est une réglementation, sécurité-sûreté. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble du fret commercial transporté par ces compagnies qui doit être déclaré à l'administration des douanes préalablement à l'arrivée des moyens de transport pour qu'on puisse effectivement s'assurer préalablement à l'arrivée que ces marchandises-là ne sont pas dangereuses, que ce soit au niveau terroriste, que ce soit des produits chimiques susceptibles de faire des bombes, enfin voilà. Donc ils doivent nous déclarer de façon électronique l'ensemble de leur fret. Et nous avons des analyses de risque automatiques qui effectivement analysent toutes les données qui nous sont obligatoirement transmises, la nature de la marchandise, le propriétaire, d'où elle vient, quelle est sa situation. Et donc par rapport à ça, si nous avons le moindre doute, nous contrôlons à l'arrivée effectivement les marchandises qui nous paraissent susceptibles de poser danger. Et cette analyse-là, elle est faite depuis Paris. Donc vous voyez la modernité un petit peu du système, tout est informatisé. Donc les compagnies aériennes qui desservent Mayotte, toutes maintenant, appliquent depuis janvier 2014 cette réglementation-là et tout le fret commercial est en soute et est déclaré convenablement. Il n'y a aucun problème. Le souci qui existe, c'est effectivement avec des commerçants qui viennent notamment de Chine ou de Dubaï, qui profitent en fait d'une politique commerciale intéressante des compagnies avec du fret, avec des bagages. Des quantités, ils ont droit, je crois, à 46 des franchises kilos. Voilà, de poids en bagages voyageurs de 40-60 kilos, qui profitent effectivement de cette possibilité pour mettre le fret commercial, leur fret, leurs achats, dans les bagages voyageurs. Et évidemment, en étant dans les bagages à main, ça échappe complètement au système de vérification que je viens de vous expliquer, d'où le danger et d'où en fait l'infraction par rapport à ces normes qui sont véritablement contraignantes et obligatoires. Donc c'est véritablement pour moi une obligation, de leur dire à un moment donné, c'est fini, vous passez maintenant votre bagage en soute dans le fret avion ou dans le fret maritime. D'autant que ça échappe également à l'octroi de mer, si je ne me trompe. On va parler justement avec vous de l'octroi de mer. Ce matin, il y a eu une réunion à la CCI avec les commerçants. On a expliqué aux commerçants les nouveaux taux d'octroi de mer qui allaient être appliqués, 30% dans certains secteurs, notamment le BTP. C'est compliqué. Vous ne faites qu'appliquer la loi, c'est ce que vous expliquez sur l'octroi de mer. Vous êtes à la fin de l'échelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème dans le calcul de cet octroi de mer ? Alors, le conseil départemental a repris, comme vous le savez, l'octroi de mer en début 2014. On lui avait monté un tarif qui était celui qui était en vigueur avant sur les anciennes taxes mahoraises. Et donc, à partir de février-mars 2014, il a commencé effectivement à travailler sur ce tarif. Et là, il y a eu un gros travail de fait en décembre dernier parce qu'il a voulu, d'une part, simplifier le tarif, c'est-à-dire diminuer le nombre de taux, le rendre beaucoup plus simple, plus lisible, moins épais. Mais en même temps, il a harmonisé beaucoup de taux. C'est-à-dire que pour une classification de produits, par exemple les médicaments, où il y avait des dizaines et des dizaines de sous-positions avec des tarifs différents, il a mis les médicaments, au même taux. Donc évidemment, sur un certain nombre de produits, il y a eu une augmentation des taux. Mais bon, ça relève de la compétence du conseil départemental, puisque c'est lui qui a la main, justement, pour décider de sa politique fiscale en la matière. Tout à fait. De votre côté, vous finalement, vous êtes, je le disais à la fin, vous prélevez l'octroi de mer lorsque les marchandises arrivent. Là, il va y avoir de véritables problèmes. On sait qu'il y a eu notamment des commandes publiques de passé. Il va y avoir des grands chantiers qui étaient taxés à un certain taux et qui, là, depuis janvier, vont être taxés à un autre taux. Il va y avoir encore d'autres problèmes pour vous aussi au niveau des douanes.
on exerce non seulement une prestation de recouvrement effectivement fiscal des recettes du conseil départemental et des communes, mais aussi on a aussi une mission de conseil et d'assistance des entreprises. Et effectivement, on a beaucoup de doléances de certaines sociétés qui viennent nous voir justement avec ce genre de questions. Et effectivement, notre réponse est relativement laconique, puisqu'effectivement, c'est à la date d'importation des marchandises que le taux en vigueur s'applique. Et effectivement, ceux qui avaient constitué leur stock avant les nouveaux taux, par exemple ceux qui avaient payé beaucoup plus d'octroi de mer que l'octroi de mer qu'ils devraient payer aujourd'hui, ils perdent l'octroi de mer qu'ils ont déjà avancé. Et l'inverse pour ceux effectivement qui subissent une hausse des taux avec une importation, j'allais dire en janvier 2016. Et en conclusion, très rapidement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces commerçants ? Au niveau des commerçants, j'allais dire, nous sommes à vos côtés, comme nous sommes aussi aux côtés du conseil départemental et des communes pour leur expliquer effectivement les subtilités et la complexité de cet outil fiscal et pour les assister effectivement dans leur préparation, j'allais dire, d'achat à l'étranger et pour leur dire effectivement le taux qu'ils auront à payer pour qu'ils puissent anticiper effectivement par rapport à leur prix de vente. C'est notre rôle de conseil et c'est, j'allais dire, notre rôle principal puisque nous n'avons pas la main bien évidemment sur la fixation des taux. Je rappelle que lundi, ces commerçants ont décidé de fermer boutique de 8h à 9h pour venir vous voir. Je les accueillerai avec plaisir et je leur expliquerai effectivement ce que je viens de vous dire, c'est que nous sommes à leur service, mais malheureusement, nous appliquerons la réglementation telle qu'elle est votée par le conseil départemental. Merci beaucoup, Denis Djili, d'être venu avec nous sur ce plateau. Le mois de janvier aura été riche en discours avec les vœux de beaucoup de personnalités mahoraises. Ce matin, c'était le tour de Issa Abdou Issa, le conseiller départemental et 4e vice-président en charge de l'action sociale, de la solidarité et de la santé. Le social fait partie des grandes préoccupations et des priorités avouées du conseil départemental. L'occasion de faire un point sur les problématiques existantes et à venir. Adèle Laurent était ce matin aux vœux d'Issa Abdou Issa. Plus d'explications dans ce reportage. Le président départemental l'a rappelé dans ses vœux, la mission principale du département reste le social. Le vice-président, quant à lui, a souligné que c'est ensemble que le service pourra refonder l'action sociale du département avec pour seul et unique objectif de servir les concitoyens, à commencer par les plus fragiles. En 2015, le service a notamment relancé le Fonds Solidarité Logement qui permet de payer tout ou une partie d'une facture d'une personne en difficulté. Un schéma médico-social a permis de programmer 10 PMI, protection maternelle infantile, qui seront fonctionnels d'ici 2020. L'allocation personnalisée pour l'autonomie ainsi que la prestation compensatrice du handicap ont été mis en place. Issa Abdou Issa est aussi revenu sur l'insertion des mineurs isolés. En 9 mois, nous avons réussi ce tour de force. Ce n'est pas fini, il faut qu'on aille plus loin. Il faut que la nouvelle organisation nous permette aujourd'hui d'aller plus loin. On a indiqué qu'il y aurait 3000 mineurs isolés sur le territoire. Il y a 76 familles d'accueil qui s'occupent d'à peu près 400 enfants aujourd'hui. Vous voyez bien, lorsque vous faites la soustraction, qu'il en reste pas mal. L'idée, au fond, c'est de faire en sorte que nous arrivions à augmenter les familles d'accueil d'une part, à trouver d'autres solutions, je pense aux tiers dignes de confiance comme on les appelle, je pense à habiliter des associations comme Tama pour qu'elles puissent porter une technicité que nous n'avons pas nous au niveau du département et puis pour qu'on puisse prendre en charge cette population plus jeune. Nous avons mené un travail en concertation avec l'État parce que nous pensons que seul le département ne peut pas grand-chose. Il a également évoqué le manque de moyens humains et logistiques au vu des besoins de Mayotte. Et pour cause, l'UTAS de Mamoudzou a déposé le 18 janvier dernier un préavis de grève. Ce préavis tombe quelques mois à peine après la grève de l'UTAS de Petite Terre de juin dernier qui avait duré 5 semaines. Ils réclament des moyens humains et techniques afin d'exercer convenablement leur mission. En effet, cela fait plusieurs mois qu'ils ne disposent ni de moyens de transport, ni de téléphone. L'UTAS précise ne pas répondre aux règles sanitaires exigées pour accueillir les usagers. Disposant de 2 assistantes sociales seulement pour toute la commune de Mamoudzou, les moyens humains sont, eux aussi, insuffisants. Le vice-président a évoqué ce préavis de grève dans son discours de ce matin. Dès cet après-midi, nous allons réunir les principaux protagonistes autour du secrétaire général et de la direction générale pour que nous trouvions des solutions.
Et donc, on va discuter encore et encore, sachant que ce qu'il faut, c'est du concret. C'est des moyens que nous n'avons pas aujourd'hui, nous le constatons. Nous pensons qu'il faut que nous trouvions ensemble des solutions, il faut qu'il y ait plus de moyens. Le président a rappelé que la compétence du département, c'est le social. Là aussi, ça ne doit pas être que des mots, il faut que nous nous recentrions véritablement sur nos missions. En disant cela, il faut qu'au niveau budgétaire, ça se ressente, que nous donnons plus de moyens au social. Et je vais m'y employer fortement, croyez-le. Ce préavis sera effectif au lundi 25 janvier pour une durée indéterminée, à moins que la réunion d'aujourd'hui n'aboutisse à des accords communs. Durant son discours et pour pallier à ce manque de moyens humains, il a annoncé la mise en place de l'IRTS, l'Institut régional du travail social, qui permettra de former des travailleurs sociaux. Issa Abdou Issa a clôturé son discours en faisant appel à l'ensemble du personnel pour construire un avenir meilleur à Mayotte. Et toujours dans l'actualité, le 1er janvier 2016, l'intercommunalité mahoraise naissait officiellement. Pour faire fonctionner ces EPCI, établissements publics à caractère intercommunaux, les élus communaux désignent des conseillers communautaires et des bureaux. Leur nombre et leur répartition ont été définis par les statuts et l'heure est aujourd'hui au suffrage universel indirect. Mais quelles sont les compétences de l'intercommunalité et qu'est-ce que cela implique en termes de fiscalité? Autant de questions posées ce matin à Bakar Ali Boto, l'adjoint au maire de Mamoudzou. Un reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Les premières élections intercommunales ont eu lieu dernièrement pour désigner les nouveaux élus intercommunaux. Pour Mamoudzou Dembeni, la présidence a été attribuée au maire du chef-lieu Majani Mohamed, tandis que pour l'intercommunalité du centre, c'est Zainoudine Antoïssa, maire de Chikoni, qui a été élu à l'unanimité. Mais quelles vont être les compétences des établissements publics à caractère intercommunal? Bakar Ali Boto, l'adjoint au maire de Mamoudzou, nous en dit plus. La loi autorise à la communauté d'agglomération de pouvoir choisir parmi une liste de compétences, ce qu'on appelle les compétences obligatoires et les compétences optionnelles pour pouvoir exercer au profit de la population. Au niveau des compétences obligatoires, vous avez par exemple l'aménagement. Vous avez... L'aménagement de quoi? Du territoire. D'accord. L'aménagement du territoire, cette fois-ci de l'ensemble du territoire intercommunal. En effet, les intercommunalités vont devoir assumer des compétences obligatoires, que sont l'aménagement et le développement économique, mais elles devront également choisir des compétences optionnelles comme la voirie, l'assainissement ou encore l'action sociale. Mais une question se pose, le contribuable va-t-il payer plus d'impôts? En fait, le citoyen paiera à la fois l'impôt, le même impôt, et pour la commune, et pour le... Mais il paiera donc deux fois. Ça dépend, parce que les communes peuvent s'entendre pour baisser au niveau local, communal, leur taux, par exemple, pour permettre à l'intercommunalité ou la communauté des communes... Et vous y croyez ça? Vous pensez que les mairies vont baisser leur taux pour pouvoir permettre à l'intercommunalité de placer des impôts supplémentaires? C'est une possibilité, mais c'est vrai que c'est pas facile. Malheureusement, les problèmes se multiplient pour la communauté de communes du Sud, où le rapport de force est équilibré. Ainsi, dimanche dernier, le maire de Bandrélé, où se trouve le siège de l'EPCI, aurait ainsi saisi une liste au prétexte qu'elle aurait été remise quelques minutes après l'ouverture des travaux du conseil municipal. À Bouéni, quasiment les mêmes faits se sont déroulés mardi 19 janvier. À ce titre, la liste écartée s'interroge et il appartient au tribunal administratif d'y répondre, puisqu'un recours en référé a été déposé. Reste à espérer que les choses rentrent rapidement dans l'ordre pour que ce nouvel outil permette au département d'avancer. De retour sur le plateau du JTM, Pierre Bellucci est avec nous. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur l'intercommunalité? Quel est le but de l'intercommunalité? Alors l'objectif de l'intercommunalité est avant tout de mutualiser les moyens entre plusieurs communes afin de réaliser plusieurs compétences, afin d'avoir plusieurs compétences et de réaliser notamment des travaux ou alors sur certains sujets comme on sait l'action sociale, les voiries, il y a plusieurs compétences, on l'a dit dans le sujet, des compétences qui sont obligatoires notamment en ce qui concerne le développement économique ou l'aménagement du territoire, d'autres qui sont optionnelles, même certaines facultatives qui sont
décidées au sein de l'intercommunalité. Voilà, donc c'est un outil très important pour le département qui touche des agglomérations générales plutôt importante avec 50 000 habitants. Là, on est sur des communes un peu plus petites à Mayotte, mais voilà, c'est un outil vraiment important pour le département. Alors maintenant, on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure de la mise en place de cet outil. On le sait, depuis le 1er janvier, l'intercommunalité est née. Il faut rappeler aussi qu'en petite terre, ça existe déjà depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est déjà mis en place. Là maintenant, c'est en train d'être mis en place sur grande terre. Ça, c'est la première chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend beaucoup de choses, notamment qu'il va y avoir probablement, et ça c'est le véritable problème qui se pose aujourd'hui, une double taxation. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois une taxation de la part des communes, mais aussi des communautés de communes. Donc c'est véritablement très compliqué pour les ménages si ça venait à être mis en place. Alors que nous dit Bakar Ali Boto, le premier adjoint au maire de Mamoudzou, il nous explique qu'il faudra probablement essayer de baisser les uns pour tenter d'équilibrer la balance. Mais c'est très compliqué, surtout lorsque l'on sait, nous recevions hier sur notre plateau le fiscaliste Philippe Nikonov qui nous expliquait que tout avait été très mal fait en termes de fiscalité, qu'il y aura une réforme en 2017. Et là, on nous parle peut-être de deux taxations, 2 taxes foncières, 2 taxes d'habitation. Donc imaginez un peu ce que ça représente. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme et c'est vraiment une grosse difficulté. Maintenant, il faut répéter que c'est un outil très important, on le sait, qui pourrait faire disparaître d'autres organismes, d'autres structures, notamment le CIDEVAM, puisqu'il peut y avoir une prise en charge des déchets de la part de l'intercommunalité, non plus des communes. Il peut y avoir aussi la disparition éventuellement du SIAM au niveau de l'assainissement des eaux. Voilà, ce sont toutes les choses qui tournent autour. On va voir un peu comment ça va se passer dans chaque intercommunalité. Et maintenant, il y a aussi quelque chose à dire, c'est que pour l'instant, ça se met en place doucement avec quelques premiers couacs, notamment en termes d'élections. On sait que c'est au suffrage indirect. Donc il y a eu des listes qui se sont constituées dans chacune des communes et ça pose problème, notamment dans le sud. Alors là, c'est une véritable question et c'est un véritable problème. Est-ce qu'il va y avoir une entente entre les communes ? On sait que parfois au sein des communes, au sein des conseils municipaux, c'est compliqué, même parfois pas seulement entre opposition et majorité, mais parfois au sein de la majorité. Notamment à Sada. Donc là, ça va vraiment être un défi. On sait parfois les rivalités entre communes. Il faut vraiment espérer que tout le monde va réussir à s'entendre pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Nous suivrons bien évidemment la mise en place de cette intercommunalité ici à Mayotte. Les problèmes de circulation et les kilomètres de bouchons pour rentrer à Mamoudzou font partie du quotidien des usagers de la route. Hier encore, l'immobilisation d'un bus scolaire tombé en panne au rond-point Zenamdéré, dit le rond-point de la Barge, a paralysé la circulation. Certains sont restés bloqués plus de 2 heures sous l'écrasante chaleur. Malgré la mise en place du covoiturage, le réseau routier est saturé et des projets d'aménagement du territoire tardent à se réaliser. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Ces scènes d'automobilistes excédés se déroulent quotidiennement à Mamoudzou. La concentration des activités dans le chef-lieu est à l'origine de cette circulation infernale. Mais habitués aux embouteillages, ces conducteurs font preuve de patience. Tous les jours, c'est la même chose. Et vous subissez ? Tous les jours, comme d'habitude, on n'a pas le choix. Tout le temps la même chose, ça ne changera pas. On est habitués, nos élus ne font rien. Malheureusement, heureusement, il y a tout le temps de voitures qui rentrent et ça ne bouge pas, ça bouge peut-être un peu trop doucement à Mayotte. Et c'est normal parce que c'est Mamoudzou, c'est le point de rencontre, on va dire. Tous ceux qui arrivent du nord, on se rencontre ici, ceux qui arrivent du sud, tout ça. Engorger le rond-point de Zenamdéré est souvent le théâtre d'énormes embouteillages. Les routes ne sont pas forcément adaptées à certains véhicules. En témoigne ce camion chargé qui doit manœuvrer plus de 20 minutes pour quitter le rond-point. Et pour ne pas arranger les choses, ce jour-là, un bus scolaire tombe en panne et reste plusieurs heures avant d'être évacué de la route. Résignés, les automobilistes ne comptent plus la perte de temps ni d'argent que cela engendre et préfèrent proposer des solutions à la situation. Le matin, l'après-midi, c'est pareil. Il faut qu'ils mettent une autre route pour aller à Kaweni. Vous pouvez passer combien de temps comme ça dans les embouteillages ? 1 heure à 2 heures du temps. Tout est concentré sur Mamoudzou. Il faut aménager dans le sud aussi les bureaux, les trucs comme ça. Les embouteillages autour de Mamoudzou aux heures de pointe sont récurrents et plus personne ne s'en étonne. Mais tous espèrent néanmoins que de vrais projets d'aménagement des routes sur le territoire soient initiés
La mairie comme le conseil départemental sont encore en phase de réflexion et de montage de projets de construction de nouvelles voies qui pourraient libérer les riverains. Et à noter cette information qui est tombée dans la journée, le 7e adjoint chargé des finances du département, Ousseni Benissa, est mis en cause suite à des soupçons de détournement de fonds, datant de 2012. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette édition en replay sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Je vous invite maintenant à suivre les nouvelles du temps avec la météo présentée par Ornella Perrine, à suivre juste après l'invité du temps de parole, Madame la vice-rectrice Nathalie Costantini, qui était ce matin au micro de Patrick Milan. Et retrouvez Amina Ariti dans les rendez-vous de l'info samedi et dimanche à partir de 19h sur KTV. Un grand merci à toute mon équipe, Hakim Sandou qui a réalisé ce journal et Ousmane Maeva-Ben pour le son plateau et en radio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. D'ici là, continuez de décrypter l'information sur l'info Kwezi et sur nos réseaux sociaux Kwezi et Télévision. Je vous souhaite un excellent week-end à vous. Kwaheri.